Donc jusque-là, tout est logique. On va peut-être aller voir maintenant un autre diagramme. Là, toujours sur la base de données française, nous avons une comparaison de la survie en fonction de l'indication. Et on va peut-être chercher à schématiser pour dire que la ligne noire ici, c'est la mucoviscidose, et on voit qu'elle est vraiment au-dessus du lot. C'est un peu paradoxal parce que c'est des patients qui ont des infections avec des germes résistants dans le poumon. C'est des patients qui ont une malabsorption intestinale, qui pourraient jouer des tours avec les médicaments immunosuppresseurs. À l'âge de 26 ans, la moitié des patients sont diabétiques avant la transplantation et il y a encore une bonne moitié qui devient diabétique après avoir eu une bonne dose de corticoïdes en post-opératoire immédiat. Et malgré ce contexte un peu polypathologique, c'est quand même des organismes plus jeunes, plus motivés et qui s'en sortent mieux. Donc vous voyez que la globalité en France, c'est quelque chose comme 70% à 5 ans. C'est vrai qu'à Strasbourg, on essaye de faire comme ils font à Leuven et de friser un peu l'asymptote à 90% de survie. Et pour ça, ça c'est pas les chirurgiens qui le font, ça c'est les neurologues. Et donc on peut rendre tribut à Dirk Perley et compagnie, à Romain Kessler et compagnie, qui gèrent ça de façon absolument fantastique. Ensuite, vous voyez la ligne du bas, ça c'est la fibrose pulmonaire. Fibrose pulmonaire, tout d'abord, c'est des gens qui sont plus âgés, qui ont souvent des comorbidités. Et la fibrose elle-même, c'est un problème immunologique. On trouve maintenant, plus qu'on cherche, plus on trouve des explications. Dans les fibroses, par exemple, il y a le fameux syndrome des télomères courts. Ça, c'est une anomalie métabolique au niveau des chromosomes qui fait en fait un équivalent du vieillissement précoce, non seulement des poumons, mais aussi du reste de l'organisme, et où les résultats sont mauvais. Vous avez d'autres types de fibroses qui sont associés avec des maladies de système, comme la sclérodermie, par exemple. Tout ça, ça joue aussi des mauvais tours. Et puis, l'emphysème BPCO, qui est la moitié des indications, ça navigue quelque part au milieu. Donc, ça, c'est un peu, c'est pas la peine de retenir des chiffres, mais ça vous situe un peu la globalité des choses. Alors ensuite, il y a un autre élément qui entre en vigueur, c'est quand est-ce que la transplantation a été faite. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'attend avec un raisonnement de bon sens, et la statistique le prouve, ce qui est toujours satisfaisant, c'est-à-dire les transplantations qui remontent au siècle dernier, dans les années 80-90, tout au début, là, c'était quand même pas brillant. Hein. Là, on était à 30% de survie à 5 ans. Et ensuite, au fur et à mesure, là, c'est par période quinquennale, ça s'est amélioré jusqu'à un certain point, on arrive à un plafonnement. Alors, par exemple, si on regarde sur la dernière période, on est quand même à quelque chose comme 65% de survie à 5 ans. C'est peu, c'est beaucoup. Je vous donne juste un repère. Hein. En 1990, survie après transplantation pulmonaire à 5 ans, 30% de survivants. Cancer du poumon, toute catégorie confondue, survie à 5 ans, 30%. Et ensuite, 30 ans plus tard, transplantation pulmonaire, on a plus que doublé. Cancer du poumon, on plafonne à 30% de survie à 5 ans. Donc, quand même un progrès qui se chiffre différemment. Alors, je disais que là, il y a un plafond qui est atteint. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aller au-delà? Il y a une raison que je vais vous expliquer un peu plus tard. Et ensuite, il y en a une deuxième. Depuis 2007, en France, on a créé le statut de super-urgence, c'est-à-dire des patients qui sont vraiment au bout du boulot, qui sont en réanimation, qui sont intubés, qui sont même déjà sous ECMO, qu'on fait passer en priorité. Bien évidemment, si on s'adresse à des patients plus graves, on le paye quelque part, on le rembourse avec des résultats moins bons. Et donc, c'est pour ça que finalement, là, les courbes restent un petit peu jointives. Ce qui est bien, en transplantation pulmonaire, on a été un peu plus chuté en France que pour la transplantation cardiaque. Ce statut de super-urgence, en fait, vient de la transplantation cardiaque et hépatique, secondairement reporté sur le poumon aussi. Et en transplantation
transplantation cardiaque, si on n'est pas en super urgence, on n'est pas greffé. Il faut vraiment attendre d'être au bout du bout. Les résultats sont d'ailleurs moins bons qu'il y a 20 ans. En transplantation pulmonaire, on a mis des critères suffisamment sélectifs pour qu'il n'y ait pas de dérapage et malgré tout ce qui se passe, on n'est pas passé au-delà de 20% de super urgence. C'est quand même encore 80% des greffes qui se passent dans le cadre normal. Alors, puisqu'on en dit du mal, la super urgence, voilà un peu comment ça se passe. La ligne noire, ça c'est les patients qui ont été greffés dans le circuit normal. La ligne verte ici, ça c'est les super urgences. Et vous voyez que le décrochage, il n'est pas à la fin. L'évolution au-delà de 12 mois est exactement la même. Hein, les lignes sont parallèles. C'est donc au début que ça se passe et c'est justement chez ces patients plus fragiles que la période périopératoire peut être fatale. Alors, ça nous amène justement à un autre instrument qui est l'ECMO, donc l'appareil d'oxygénation extracellulaire. C'est très tentant quand on voit qu'un patient a été oxygéné sous respirateur de se dire mais on a encore cet appareil-là, ok, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Un patient qui a une hypoglycémie ou une hypose pulmonaire, il est illusoire de s'imaginer qu'on va pouvoir le sauver de son ECMO et qu'il va sortir de l'hôpital de pied. Ça ne marche pas. Donc, si on ne transplante pas derrière, c'est foutu. Ça va durer encore 3 ou 4 semaines, mais ça mène nulle part. Le problème, c'est que là aussi, après, on peut se trouver dans une situation, au bout de 3 semaines, on n'a toujours pas de d'impôt, on commence à avoir un petit peu d'insuffisance rénale, un petit peu d'insuffisance hépatique, un petit peu de coagulopathie, et un petit peu de chaque chose, ça fait subitement beaucoup de choses et ça mène à la catastrophe en périopératoire. Et voilà un autre diagramme qui est très riche d'informations. Ça, c'est de nouveau un travail sur les données françaises. On a comparé finalement les ECMO en attente de transplantation entre mucoglucidose et autres pathologies. Et là, une fois de plus, on n'a pas besoin de logiciels complexes. Là, on voit qu'il y a un petit peu des problèmes au début. Ensuite, c'est des petites cohortes. Donc là, dès qu'il y en a un qui meurt, ça fait un gros décrochage. Alors que là, vous voyez l'hécatombe qu'il y a au début, il y a 20% des patients qui survivent à la période opératoire. Pas grand-chose. Donc vraiment, sur le plan éthique, on peut de nouveau poser une question. Un patient de 65 ans avec une fibrose pulmonaire et quelques comorbidités, est-ce qu'il faut le mettre sous ECMO pour le transporter, pour aller à un gros risque d'échec, alors que le même poumon pourrait être mis en circuit normal à un jeune avec une hypoglycémie? Je vous laisse réfléchir. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile au quotidien. Alors, dernier élément qui est quand même pas négligeable, c'est l'expérience de l'équipe. Ça aussi, c'est un des facteurs qui fait que les résultats sont améliorés avec le temps parce que tout simplement l'activité a augmenté. Et ça, c'est un calcul qui a été fait sur le registre international, une fois de plus, qui trouve que la mortalité à 1 an diminue à partir du moment qu'un centre fait plus que 35 transplantations par an. Et je crois que ça, c'est vérifié dans la plupart des pays. Alors, je pourrais vous dire la même chose pour les pays en ce moment. Et nous-mêmes, on l'a remarqué. On a l'impression qu'on faisait une opération de médecine avec une mortalité moindre pour la transplantation pulmonaire que pour la cancer. C'est d'ailleurs pas difficile. Alors, maintenant, je vous ai dit ce qu'il y a de bien. Maintenant, il faut être honnête, il faut aussi un peu dire ce qui ne va pas, ce qui est encore perfectible et quelles sont les pistes potentielles. Alors, première chose, les complications bronchiques. Ça, c'est un problème. Quand on transporte un poumon, il y a une particularité, c'est qu'on va coudre la bronche avec la bronche, on va coudre l'artère pulmonaire avec l'artère pulmonaire, et on va réimplanter les veines dans l'oreillette gauche. Par contre, on ne restaure pas la vascularisation systémique. Donc, la bronche survit peu ou prou par un flux de sang collatéral qui se fait de l'artère pulmonaire vers les
capillaire des artères bronchiques. Bien évidemment, la pression dans l'artère pulmonaire, on n'aimerait pas qu'elle dépasse les 20-25 mm de mercure, alors qu'une artère bronchique, normalement, c'est 120 chez l'adulte normotendu. Ce qui fait que la bronche est quand même dans une situation d'ischémie relative, ce qui explique qu'il y a un taux de complication qui est relativement élevé. Ça, je ne rougis pas, parce que c'est une des plus brillantes élèves de notre école à Hollande. Elle a sorti un travail là, il y a quelques années où elle mettait 20% de complications bronchiques. Pour Anne, c'est une fille qui est, un, est honnête, deux, qui est méticuleuse, et trois, qui est très sévère avec elle-même. Elle est très sévère avec nous tous. Alors que Moreno, je pense qu'ils ont été un peu moins sévères dans ce qu'ils considéraient comme une complication bronchique. Ceci dit, quoi qu'il en soit, comme Devaubre, ça c'est la mortalité varie entre 1 et 2,6%, ce qui n'est quand même pas si dramatique que ça. Pas de tous les patients greffés, mais de ceux qui ont une complication bronchique. Et la plupart sont gérables par des moyens endoscopiques. C'est exceptionnel qu'on soit amené à réopérer un patient. Alors, l'évaluation des complications bronchiques, je vous montre une première chose ici. Là, vous voyez une bronche. De ce côté-là, elle a l'air belle. Bon, là, elle est un peu ischémique. Et puis là, vous voyez ce truc jaune. Là, ça, c'est un bout de cartilage qui est quand même plus ou moins nécrosé. Mais selon l'humeur du jour et la personnalité globale de l'endoscopiste, il va vous dire, oh, ça, c'est une évolution normale avec la transplantation, ça va s'arranger. Et on va dire, la bronche est bonne. Ou alors, on va dire, oulala, l'artère pulmonaire est juste là devant, ça risque d'exploser, et on va considérer que c'est grave. Donc, là, bien évidemment, là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est grave. Et pourtant, ça peut s'arranger. Alors, ça, c'était les complications bronchiques. Maintenant, je vous ai promis de vous dire deux choses qui risquent de faire mourir les patients de façon rapide, là, il y a 10 minutes. Eh bien, voici la deuxième réponse que je vous devais. C'est ce qu'on appelle la défaillance primaire du greffon. C'est une complication qui explique en bonne partie la mortalité initiale, et on a déjà pas mal gagné là-dessus, ou du moins sur quelques autres causes comme l'infection, le rejet suraigu. Vous voyez que ça, c'est la classification un peu des courbes chronologiques, qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience, il y en a moins, mais il y en a toujours. Ça, c'est un phénomène qui est encore un peu mystérieux, mais ça se manifeste en fait comme un œdème pulmonaire. La production des poumons qui devient blanc, une oxygénation qui devient un peu flageolante. Alors, il y a des formes légères qui touchent globalement 50% des greffés, et puis il y a des formes graves, 10%, où en règle générale, on peut déjà chauffer l'ECMO. Donc là, il y a un certain degré de mortalité qui existe. À partir du moment où on met l'ECMO, il y en a quand même une moitié qu'on arrive à tirer d'argent. Alors, ça, c'est au début. Alors, il y a un autre problème qui est la défaillance chronique du greffon, ce qu'on appelle aussi la bronchiolite oblitérante. C'est ce qu'on pourrait appeler de façon plus triviale le rejet chronique. Là, chaque organe a un peu ses particularités. Le cœur, c'est les coronaires qui se sclérosent. Il y en a, on va vous dire que le foie, c'est plutôt les voies biliaires. Pour le poumon, c'est les bronches qui s'oblitèrent avec des bourgeons inflammatoires, et puis on a progressivement une dégradation de la fonction respiratoire, qui peut être finalement stabilisée en plateau chez un certain nombre de patients, alors que chez d'autres, ça va tout droit à une dégradation plus ou moins rapide qui peut devenir une indication de retransplantation s'il n'y a pas trop d'autres problèmes associés. Et c'est pour ça que j'ai mis ce point rouge sur cette diapositive, parce que ce qui est quand même surprenant, c'est que, quelle que soit la période, les lignes sont strictement parallèles, ce qui veut dire que ce phénomène-là, on n'a rien compris, ou du moins, on n'a rien su faire contre.
c'est vrai que maintenant, la science avance et on invente des nouveaux trucs. Donc, on a maintenant trouvé, parce qu'on a des moyens plus précis, plus sensibles de détecter, qu'il y a des anticorps contre les antigènes HLA du donneur. Ceci dit, une fois qu'ils sont là, on est quand même embêté pour lutter contre.